Bonjour tout le monde. Je vais commencer. Je vais en profiter. C'était pas prévu, mais je vais donner un petit coucou à mes partenaires qui sont avec moi. En fait, bonjour, là, bienvenue à la webconférence là, portant sur la modernisation de la loi sur la santé et sécurité du travail. Ça fait déjà quelques semaines qu'on a commencé à parler de la modernisation de la loi pour notre clientèle des services des secteurs sociaux et des nouvelles obligations en prévention. Ça suscite quand même plusieurs questions là, auprès de notre clientèle. Donc, l'équipe des services de garde a cru bon là, de faire une série de 3 webconférences là, pour vous accompagner dans chacune des grandes étapes. Et pour ça, bien, dans le fond, aujourd'hui, on va commencer, là, Marilyn et moi, à vous présenter la première formation sur démystifier là, les mécanismes de prévention, de participation, donc l'agent de liaison, le comité santé-sécurité au travail et le représentant en santé-sécurité au travail. Jeudi, le 10 mars prochain, il y aura une autre formation qui portera sur comment identifier les risques en service de garde. Donc, mes deux collègues qui sont présentes également, là, Andréane et Sylvie, si vous voulez faire un petit coucou ou faire un... c'est eux qui allaient présenter la formation sur comment identifier les risques. On va en parler brièvement aujourd'hui, mais vraiment, là, vous allez rentrer en profondeur avec eux dans ce volet-là le 10 mars. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez là, le faire de la même façon. Si jamais c'est possible aussi dans le chat, là, me dire là, où vous avez eu là, la promotion de ces séries de formations-là via le LinkedIn, le Facebook ou par exemple par des partenaires ou sur notre infolette que nous avons envoyée également. Mercredi, le 6 avril, il y aura une autre formation avec une collègue de la SARS également, Josiane, qui va présenter comment reconnaître vos risques psychosociaux en service de garde. Donc, ça va pour cette série. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait, je vois. Parfait. Les commentaires, si je regarde à droite, parce que c'est mon écran de commentaires et ma présentation est sur mon autre écran, donc c'est possible. Puis, si jamais vous voyez que les petites photos dans le Zoom, ils vous cachent le texte ou quoi que ce soit dans la présentation PowerPoint, vous pouvez juste tasser là, nos visages avec votre souris là, pour les mettre dans le petit coin là, de votre écran. Évidemment, je veux que vous voyez le texte et non nos visages, malgré que c'est le fun de voir qui parle des fois, là, mais vous pouvez quand même bouger l'écran pour ça. Donc, avant que Marilyn rentre dans le plan là, de la présentation de notre formation aujourd'hui, je veux quand même prendre quelques secondes là, assez rapidement pour vous présenter là, la STARS pour ceux et celles qui pourraient ne pas connaître notre organisation. Donc, la STARS existe depuis déjà plus de 80 ans, 40 ans, on va diviser en deux. 40 ans, elle a été créée en vertu de la loi sur la santé et sécurité au travail. Nous sommes un organisme sans but lucratif qui se consacre exclusivement à la prévention sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Notre financement provient en gros des cotisations de la CNESST, des employeurs de notre groupe qui cotisent, soit la santé et les services sociaux. Donc, c'est pourquoi là, on offre beaucoup de services qui sont pratiquement là, à faible coût gratuit, là, comme certains ont peut-être pu là, déjà bénéficier. Le secteur des services sociaux, c'est quand même assez vaste. Ça inclut plusieurs clientèles, dont la clientèle du secteur de la santé. Et vous, les services de garde, on dessert là, tous les services de garde, là, incluant les CPE, les garderies, les garderies privées, donc de la province du Québec. Nous sommes une organisation paritaire. Le paritarisme veut dire quoi? En fait, on intervient dans les milieux lorsque la demande vient en partie des employeurs et des employés en commun accord. Puis, nous sommes là une trentaine de conseillers là, et plus là, qui œuvrent dans différents secteurs d'activité. Donc, comme je disais tantôt, je vous ai présenté, dans le fond, les quatre qui sont ici aujourd'hui là, pour assister à cette série de formations. Nous sommes l'équipe des services de garde qui se consacre là, vraiment pour la clientèle des garderies, excusez. On a aussi l'équipe des communications là, qui s'occupe pour nous aider au niveau là, de la rédaction de la revue Sans Pépin, qui est une revue qu'on publie là, à travers les services de garde environ 3 fois par année. Cette revue-là, pour ceux qui la connaissent, c'est une revue qui est spécifiquement là, sur le sujet de la prévention des accidents, autant pour le personnel que pour les directions et les gestionnaires là, en service de garde. On a aussi des publications à travers nos infolettres. On a aussi notre page Facebook et LinkedIn que vous avez pu pouvoir passer nos formations, nos nouveautés, nos webinaires et plusieurs outils.
À la STAS, on a 4 missions en gros. On veut transmettre de l'information en ce qui a trait la prévention au travail. On offre de la formation, donc on a des formations là, qui sont vraiment là, pour le personnel là, en service de garde, donc une formation pour les éducatrices, pour la mise en place des comités santé-sécurité, l'organisation de la prévention. Donc, on vous accompagne là-dedans à travers de la recherche et développement aussi et des conseils d'assistance là, en fonction des problématiques que vous pourriez avoir là, dans votre milieu de travail. Donc, voilà, vous avez la chance de voir et de parcourir tout ça à travers un site Internet aussi, là, qui est le site de la STAS et de partager les outils aussi que vous avez accès là, sur le site gratuitement. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la toute fin, on va y répondre. Donc, Marlène, je te passe la parole là, pour présenter le plan d'aujourd'hui. Bon, ben, bonjour tout le monde. Je m'appelle Marlène. Dans le fond, je suis conseillère à la STAS aussi. Je suis dans la même équipe que Lydia. Je suis dans l'équipe des services de garde. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter la présentation aujourd'hui sur démystifier les mécanismes de participation. Je vais vous partager mon écran. Donc, est-ce qu'on voit bien? Lydia, Oui, fais-moi tout à juste un fait. petit signe. Oui, c'est bon. Excellent. Donc, le plan de la rencontre d'aujourd'hui, dans le fond, on va faire une petite mise en contexte là, sur la modernisation du régime de la santé et sécurité au travail. Je ne sais pas si tous ceux qui sont là aujourd'hui ont eu la chance de voir l'autre webconférence là, sur le sujet. Et dans le fond, on va faire un petit survol. Sachez qu'on va quand même aujourd'hui plus introduire le sujet là, des mécanismes de participation. On va, somme toute, regarder la division des organisations, les mécanismes de prévention puis de participation, qu'est-ce qui est attendu sommairement. On va faire une petite parenthèse sur l'approche multi-établissement, puis ensuite, on va rentrer au cœur du sujet, là, donc au niveau de les agents de liaison, le représentant de santé et sécurité, le comité de santé et sécurité. La période de questions va être à la fin. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long dans le chat. On pourrait y revenir à la fin, puis peut-être qu'on va y avoir déjà répondu là, au fil de la présentation. Donc, la mise en contexte, loi modernisant le régime de la santé et sécurité au travail. Fait que vous allez voir l'acronyme LMR-SSC de plus en plus là, sur quand on va parler en fond, de la loi modernisant le régime de la santé et sécurité au travail. Ça a commencé le 30 septembre 2021. Le projet de loi 59 modernisant le régime de la santé et sécurité au travail a été adopté. Donc, il y a plusieurs articles de loi sur la santé et sécurité au travail, donc dans la LSST, pour ceux qui sont plus familiers, et aussi la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, donc la LATMT, ont été modifiés ou ajoutés. Le 6 octobre 2021, la loi a été sanctionnée et certaines dispositions sont entrées en vigueur dès ce jour. Donc, ici, on peut penser au risque psychique, prévention de la violence conjugale, télétravail. Donc, tout ça, c'est déjà en vigueur depuis cette date. Et le 6 avril 2022, ça va être l'entrée en vigueur du régime intérimaire. Ce régime-là, dans le fond, il est prévu afin de vous permettre là, de planifier toutes les nouvelles activités de prévention qui sont exigées dans ce régime. Et par la suite, la CNSST a 4 ans tout au plus pour vous présenter un règlement qui va encadrer toutes les nouvelles dispositions. Donc, il va y avoir plusieurs étapes qui vont être faites dans cette période de temps. Sachez qu'on va vous soutenir au fur et à mesure là, que ces étapes-là vont avancer. Comme Lydia vous disait tantôt, il y a une série de webconférences, des petites formations. Il va y avoir du contenu aussi qui va suivre des outils pour vous accompagner là, quand on va savoir un petit peu plus c'est quoi les obligations à mettre en place. La division des organisations, je trouvais ça bien de le remettre là, pour ceux qui étaient moins familiers avec la nouvelle façon de faire là, pour la CNSST. Dans le fond, là, aujourd'hui, c'est sûr qu'on est tous, vous êtes tous membres, vous avez soit une garderie, soit un service de garde, CPE,
Mais dans le fond, la manière que la CNSST va fonctionner maintenant, c'est que tous les établissements vont être divisés en 2 catégories, donc tous les secteurs d'activité confondus. Pour vous, ça va être important de regarder, dans le fond, les établissements qui ont de 1 à 19 travailleurs et les autres établissements qui vont avoir 20 travailleurs et plus. Pour ce faire, dans le fond, comment on peut calculer le nombre de travailleurs dans votre établissement, ça va être important de regarder. Bien, dans le fond, ça va être pas mal tout le monde là, qui va être inclus. Fait que là, ici, on parle de vos travailleurs à temps complet, à temps partiel, les occasionnels. Fait que tout mélanger, éducatrices, responsables à l'alimentation, ils vont tous rentrer dans votre décompte. Il faut aussi inclure les travailleurs loués ou prêtés. Donc, les bénévoles, vos remplaçantes d'agentes, ils vont rentrer dans ce décompte-là aussi. Des fois, on peut se questionner. Les étudiants, les stagiaires, on les compte aussi. La petite nuance, ça va être de voir, on doit comptabiliser tous les 20 travailleurs et plus pendant plus de 21 jours dans l'année. Fait que pour vous donner un exemple peut-être un peu plus concret, ici, on pourrait dire, supposons que vous avez une garderie qui a 15 travailleurs, mais que pendant l'été, vous tombez, je ne sais pas moi, vous avez 6 travailleurs de plus. Donc, vous avez 21 travailleurs pendant plus de 21 jours. Donc, pendant 3 mois, vous avez 21 travailleurs. Mais à ce moment-là, vous tombez dans la catégorie des entreprises qui ont 20 travailleurs et plus. Donc, ça, on pourra y revenir là, si jamais ce n'est pas clair pour vous. Là. Et dans le calcul, il faut exclure, dans le fond, tout ce qui est représentant ou représentante de l'employeur. Donc, les propriétaires, si vous êtes le directeur, directrice adjointe, les membres du CA, donc eux autres, on les exclut. Mise en place des mécanismes de prévention, de participation pour le régime intérimaire, c'est le tableau qui était présenté sur le résumé. Fait que dans le fond, on peut voir dans la colonne de gauche toutes les organisations de 1 à 19 travailleurs, ce qui va être demandé dans le régime intérimaire. Donc, on peut voir qu'il va y avoir un agent de liaison, mécanisme de prévention, on va parler d'un plan d'action comparé aux entreprises qui ont 20 travailleurs et plus. On va parler ici d'un représentant santé-sécurité. On va tout en revenir en détail plus tard. Là. Représentant santé-sécurité, comité de santé-sécurité. Et ils vont devoir mettre en place un programme de prévention. N'inquiétez-vous pas, vous n'avez pas à devoir faire tout ça demain matin. Pour le 6 avril 2022, voici la première étape, dans le fond. C'est au niveau des mécanismes de participation, vous devrez désigner un agent de liaison pour les plus petites garderies, donc ceux qui ont moins de 20 travailleurs. Puis pour les plus grandes garderies, ça va être de désigner un représentant santé-sécurité et mettre en place un comité de santé-sécurité pour ceux qui n'en ont pas déjà. Ça, on va le voir dans une autre webconférence par la suite. Ça va être, dans le fond, au niveau de l'identification des risques et l'identification et l'analyse des risques. On pourra voir c'est quoi la différence entre les deux. Ici, c'est important de spécifier aussi que les clients qui sont déjà membres d'une mutuelle de prévention, habituellement, vous avez déjà un plan d'action, un programme de prévention. Il y en a qui ont peut-être des fiches d'action spécifiques. Donc, on ne recommence pas tout à zéro. Là. Le but, c'est quand même d'identifier vos risques dans vos organisations. Fait que si c'est fait d'une quelconque façon, ça sera de voir là, pour arrimer les nouvelles obligations avec ce que vous avez déjà. Ceux qui ont déjà un comité de santé et sécurité aussi, là, on ne repart pas de zéro. Ça va être de voir, là, dans le fond, les petites nuances là, qui seront présentées plus loin. Dans le régime intérimaire, il y a une approche qui s'appelle le multi-établissement. Donc, ça aussi, ça a été parlé plus en détail dans une autre formation. On voulait tout de même faire un petit rappel sur cette approche-là. Dans le fond, ici, les employeurs qui ont plusieurs établissements avec les activités de même nature, donc ici, on s'entend que les garderies, à moins que vous faites vraiment des activités distinctes, là, vous avez pas mal toutes les activités de même nature. Si vous avez plus de 20 travailleurs par établissement, il y a une possibilité de regrouper en partie ou en totalité certains de leurs établissements pour
ce qui va être demandé au niveau des mécanismes là, de participation puis de prévention. Dans le fond, si on regarde un exemple, l'approche multi-établissement, on va vous dire, bon, ben, vous devez identifier puis analyser vos risques pour l'ensemble des activités, pour l'ensemble de vos garderies. Vous pourriez avoir un seul comité de santé et sécurité multi-établissement pour l'ensemble de vos établissements. Un seul représentant aussi, mais au besoin, il y a une possibilité de nommer plus d'un comité puis plus d'un représentant par établissement, par exemple. Là, juste pour concrétiser un peu le tout, on vous a fait un exemple plus en lien avec les services de garde. Donc, je pense que c'est assez courant de voir qu'un service de garde peut avoir plusieurs installations. Donc, par exemple, dans vos installations, vous avez ici 21 travailleurs. Dans votre installation 2, vous en avez 24 et dans l'autre, vous en avez 15 travailleurs. Le régime intérimaire, la manière qu'ils vont fonctionner avec l'approche multi-établissement, c'est que pour vos installations de plus de 20 travailleurs et plus, vous pourriez mettre en place un comité de santé et sécurité au travail, désigner un représentant de la santé et sécurité et avoir un seul document pour identifier et analyser vos risques. Tout ça pour vos installations 1 et 2. Par contre, l'installation numéro 3, vu qu'elle a seulement 15 travailleurs, malheureusement, elle ne pourra pas faire partie du même regroupement. Donc, elle va avoir besoin d'avoir son agent de liaison puis un document qui va identifier ses risques. Donc, ici, il y a la petite notion entre identifier et analyser les risques pour les plus grandes entreprises, ceux qui ont plus de 20 travailleurs. Les plus petites, de 1 à 19 travailleurs, devront seulement identifier vos risques. Je sais que ça peut porter à confusion. Fait que ça aussi, si jamais ce n'est pas clair, on pourra y revenir plus en détail. À savoir que cette approche-là est pour le régime intérimaire seulement. Il y a quelque chose qui est quand même prévu pour dans 4 ans, quand le règlement de la CNESST sera mis en place. Il est prévu, dans le fond, que toutes les plus petites les plus petites organisations qui ont des activités de même nature pourront s'intégrer, dans le fond, au même programme de prévention. À savoir que dans le régime intérimaire, les conditions de l'approche multi-établissement ne permettent pas d'intégrer aux établissements de moins de 20 travailleuses. C'est un peu la même chose. Là, j'ai déjà dit ça, dans le fond, c'est que les activités ici, ils doivent être de même nature et réaliser une identification et une analyse de risque qui tient compte de l'ensemble des activités exercées dans toutes les installations. Donc, on va rentrer, dans le fond, dans chacun des mécanismes de participation. Je vais vous présenter l'agent de liaison, puis après ça, ma collègue Lydia va poursuivre pour les entreprises de plus de 20 travailleurs. Donc, dans le fond, tantôt, on vous disait moins de 20 travailleurs, ça vous prend un agent de liaison. C'est un rôle qui est nouveau, dans le fond. On peut se demander c'est qui c'est que je dois choisir. Donc, l'agent de liaison, c'est important dans le fond que ce soit une travailleuse du service de garde qui soit désignée. Fait que, ça peut être une éducatrice, ça peut être le responsable de l'alimentation, peu importe, ça peut être un travailleur à temps plein, à temps partiel, il n'y a pas d'importance qui est accordée à ça, en autant que ce soit un représentant travailleur. Puis la façon qui va être désignée, ben, c'est à vous aussi de choisir de la meilleure façon que vous voulez désigner, que ce soit par quelqu'un qui est volontaire, si vous décidez de faire un vote, un tirage. Dans le fond, c'est important d'avoir quelqu'un qui va être intéressé un peu à la santé et sécurité au travail ou quelqu'un qui a les aptitudes pour le faire ou juste parce que quelqu'un qui a de l'intérêt pour ça, ça peut être déjà un bon départ. Là. Quel est son rôle? Fait que le rôle est assez précis. La CNESST va dire, bon, ben, on s'attend à ce que l'agent de liaison ait un rôle de facilitateur au niveau de la communication pour la santé et sécurité au travail entre l'employeur et les travailleurs. Il devra faire des recommandations écrites sur l'identification des risques et porter plainte aux besoins auprès de la CNESST.
Dans le fond, il est important de savoir que l'agent de liaison il est protégé par la loi sur la santé et sécurité du travail. L'employeur n'a pas le droit de le congédier, de le suspendre. Il ne peut pas le déplacer ou exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à son égard. Il ne peut pas non plus lui imposer toute autre sanction pour le motif qu'il exerce ses fonctions. Donc, je te laisse poursuivre, Lydia. Merci, Marilyn. J'espère que c'était en tout cas c'est clair c'est très bien expliqué. Merci. Si vous avez des questions par rapport aux organisations de 20 travailleurs et moins, vous pouvez les inscrire dans le clavardage. On va y répondre à la toute fin. Là, moi, je vais rentrer dans le fond, vous avez vu dans le petit tableau là, tantôt que Marilyn vous a montré, les établissements qui ont 20 travailleurs et plus doivent nommer un représentant en santé et sécurité et mettre en place un comité santé-sécurité au travail. Donc, on va regarder ces deux éléments-là ensemble. Qu'est-ce que ça consiste pour le 6 octobre? Donc, la diapo suivante, le représentant en santé et sécurité au travail. Qui est-il? C'est un peu le même type que tantôt l'agent de liaison. Ce représentant-là, c'est un travailleur du service de garde, qui soit à temps plein, à temps partiel. Donc, ça peut être une éducatrice, ça peut être une conseillère pédagogique, ça peut être une responsable d'alimentation. La nomination de ce représentant-là se fait également par nomination. Donc, vous pouvez là, ensemble décider qui a l'intérêt. Vous avez peut-être déjà une personne dans votre établissement qui aime faire de la santé et sécurité, qui prend en charge beaucoup là, la prévention, qui a une bonne porte-parole dans les réunions d'équipe ou envers ses collègues. Donc, ça peut être une personne qui serait intéressée à devenir représentant santé et sécurité dans le cadre du régime intérimaire. Ça peut être aussi désigné selon les ententes collectives qui sont faites là, si vous êtes syndiqué là, ou par une association accréditée. Donc, quand on doit nommer ce représentant santé et sécurité-là, dès que vous allez former votre comité santé et sécurité, on va désigner le représentant en même temps. Donc, la diapo suivante, s'il te plaît, Marie. Le rôle du représentant, ce sera de faire l'inspection des lieux de travail. Donc, si ce n'est pas quelque chose que vous faites déjà, faire l'inspection, c'est-à-dire de rentrer dans les locaux, d'examiner là, de façon un peu plus minutieuse, de recenser tous les risques qu'il pourrait avoir, là, qui pourraient causer des accidents de travail dans le milieu de travail. Donc, c'est de recenser tout ça, de faire l'inspection. Peut-être que vous avez déjà des outils mis en place, peut-être que vous n'en avez pas, mais sachez que dans le rôle du représentant, nous, à la STAS, on a des outils qu'on va pouvoir échanger avec vous et tout ça pour vous aider là, à mettre en place là, les inspections des lieux de travail. Ce sera aussi comme rôle de faire des recommandations au comité santé-sécurité. Donc, il faut savoir aussi que le représentant, c'est un membre de FIS du comité santé-sécurité. Donc, c'est deux choses distinctes. Il va y avoir un comité qui va être formé avec des membres, mais il y aura aussi quelqu'un qui aura un rôle de représentant. Son rôle sera aussi de porter plainte, dans le fond, à la CNSST, là, si au besoin. De faire les recommandations écrites, là, je ne sais pas si je rentre en détail, là, mais de faire les recommandations écrites au niveau de l'identification et l'analyse des risques au comité santé-sécurité. Ça, c'est un travail qui pourra se faire en équipe. Au niveau de cet élément-là, je vais rentrer un petit peu plus en détail à la toute fin de la formation pour vous parler là, de comment identifier les risques, quelle serait plus la façon de faire et tout ça. Je vais vous donner des petits trucs, là, mais au niveau de la formation que je vous parlais là, le 10 mars, là, vous allez rentrer plus en détail là, au niveau de qu'est-ce qu'on retrouve comme un risque en milieu des services de garde. Au niveau de combien d'heures de libération l'employeur doit-il prévoir? Donc, il n'y a pas d'heures déterminées nécessairement préétablies pour le moment. Les heures, ben, c'est par entente. Vous pouvez voir là, en fonction de ce que vous avez besoin. C'est sûr qu'au début, là, lorsque ce n'est pas nécessairement connu, que vous n'avez pas nécessairement fait de la prévention tous les jours depuis les dernières années, ben, ça peut prendre un petit peu plus de temps pour mettre des choses en place, pour faire de la recherche, pour dans le fond, développer des aptitudes pour devenir un bon représentant santé et sécurité. Donc, ça peut demander plus d'heures de libération que lorsque tout va rouler, mais sachez que c'est prévu, en fait, qu'il y ait des heures, là, vous pouvez vous référer aussi, il existe un règlement en santé et sécurité
Donc, s'il n'y a pas d'entente, bien, dans le règlement, il peut y avoir là, des détails là, au niveau là, de ce qui est recommandé en fonction des grosseurs des établissements, des organisations, là, pour qu'est-ce qu'ils pourraient demander comme libération le représentant. Donc, ça va. Ensuite, le comité santé-sécurité pour les garderies de 20 travailleurs et plus. Dans le fond, la différence, tantôt, Marlène vous parlait là, brièvement, là, peut-être que vous avez un comité déjà prévu dans votre organisation en fonction des recommandations que vous avez de votre mutuelle de prévention. Auparavant, il y avait seulement les groupes prioritaires qui étaient obligés de mettre en place un comité santé-sécurité. Maintenant, avec le régime intérimaire, le comité santé-sécurité, c'est obligatoire de mettre un comité pour les établissements de 20 travailleurs et plus. Donc, c'est sûr que pour faire de la prévention, un comité santé-sécurité, c'est un atout majeur dans les milieux de travail pour faire participer les travailleurs, de prendre en charge la santé-sécurité, que la prévention devienne quelque chose de tous les jours pour, dans le fond, impliquer là, chacun là, des travailleurs dans votre service de garde. Le rôle, dans le fond, sera aussi d'identifier les risques et de les corriger de manière là, à pouvoir établir des mesures de contrôle là, de façon là, le plus rapidement possible pour le milieu de garde. Qui est le comité? Ben, ça aussi, c'est le même processus que le représentant en prévention ou l'agent de liaison. C'est un mécanisme interne que vous décidez qui aimerait faire partie du comité. C'est formé de représentants de l'employeur et de travailleurs. C'est pas nécessaire d'avoir un nombre égal d'employeurs ou de travailleurs, mais dans le fond, il ne faut pas oublier qu'aussi, il y a le représentant en santé et sécurité qui en fait partie. Fait que c'est sûr que si on a plus d'une installation, par exemple, puis qu'on a un comité plus de 20 travailleurs, 2 installations, bien, ça serait bien d'avoir un membre de chacune des installations qui intègre notre comité santé et sécurité pour après ça être capable, comme on disait tantôt, son rôle, c'est de faire participer les travailleurs, de passer des messages et tout ça, puis de discuter avec les autres travailleurs. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un dans chacun des établissements. Qui désigne les membres? Bien, les représentants des travailleurs sont désignés par les associations créditées ou les autres travailleurs, tout dépendamment. C'est peut-être quelque chose qui est déterminé au niveau de la convention. Les représentants de l'employeur sont décidés par la direction du milieu de travail, donc la directrice adjointe, tout dépendamment. Le propriétaire aussi de garderie. On a mis des petits exemples par la suite. Là. Le mode de nomination est déterminé aussi par les travailleurs et l'employeur ou conclu par la convention collective, tout dépendamment. Peut-être que dans votre convention, vous avez un nombre de déterminés, peut-être que non aussi. Fait que c'est à vous de voir. Là. Donc, généralement, ça se passe quand même assez bien, là. Mais c'est sûr que tantôt, là, on va voir le rôle du comité. C'est important pour faire la sélection de vos membres, de vraiment bien informer les membres sur ce sera quoi un comité santé-sécurité, c'est quoi les rôles et les responsabilités pour que les gens là, puissent vraiment avoir le goût de s'investir et puissent savoir là, à quoi s'attendre. Donc, c'est quand on forme le comité, je le répète encore, des fois, c'est pas évident de s'en rappeler, c'est que dès qu'on a un établissement de 20 travailleurs et plus, le comité santé-sécurité doit être formé. C'est sûr que si vous avez déjà un comité, vous pouvez voir là, si ça concorde à tout, là, mais généralement, ce sera le même comité qui aura sur place. Combien de membres faut-il? Je pense que je l'ai dit tantôt aussi, là, la composition, c'est selon les règles de fonctionnement peuvent être déterminées par le comité ou de voir aussi là, en fonction du règlement sur le comité santé-sécurité, il y a des particularités. On nomme par exemple qu'il y a au moins un membre de représentant de l'employeur puis qu'il peut avoir au maximum 11 membres de représentants de travailleurs. C'est rare qu'on voit ça, je vous dirais, en service de garde. Là. Je dirais que normalement, les comités peuvent former là, à peu près là, 3, 4, 5 membres du comité santé-sécurité. Là, c'est ce qu'on voit là, en général. Donc, je donnais l'exemple tantôt, il doit être paritaire, donc une directrice, plus une éducatrice, une responsable d'alimentation, un propriétaire, 2 éducatrices, une directrice adjointe, 2 éducatrices, plus une conseillère pédagogique. Donc, c'est vraiment à vous là, de déterminer là, qui aimerait faire partie du comité. Est-ce que, dans le fond, combien d'heures de libération l'employeur doit-il prévoir? Les heures, encore là, sont déterminées par entente entre les membres du comité santé-sécurité. Puis, à défaut, si par exemple, il n'y avait pas d'entente, bien, encore là, vous pouvez vous référer au règlement
sur les comités et santé et sécurité du travail. Il y a des suggestions, il y a des détails établis là, en fonction de la grosseur des organisations pour suggérer du temps de libération là, pour les activités à mettre en place. Quel est le mandat du comité santé-sécurité? Donc, les membres du comité doivent être déterminés lors de sa création et connus de tous les membres. Donc, préciser les objectifs et orienter les activités. Ça aussi, tantôt, je disais, ça va grandement vous aider à sélectionner des membres. Il n'y a pas de durée précise pour le mandat des membres. Il doit être suffisamment long pour que les membres soient à l'aise dans leur rôle. C'est sûr que si on change à tous les années du membre du comité, ben, dites-vous qu'il faut revenir au tout début à chaque fois pour former les gens sur leur rôle et responsabilités. Puis c'est sûr que on développe des aptitudes, des connaissances, des compétences au fur et à mesure des années. Peut-être que vous pouvez vous entendre, par exemple, à chaque année, il y a un nouveau membre qu'on change. Il y a quelqu'un mais il y a une personne qui reste tout le temps pour échanger, puis pour faire les suivis annuellement où on en est, pour ne pas avoir à recommencer au début là, à chaque fois. Évidemment, le comité doit avoir l'appui de la direction du milieu de travail. À quelle fréquence le comité doit-il se rencontrer? Encore une fois, c'est par entente avec l'employeur et les travailleurs. Puis, s'il n'y a pas d'entente, il y a un délai qui est déterminé dans le fond, par le régime intérimaire, puis c'est de se réunir au moins une fois tous les 3 mois. Donc, pour ne pas que le temps passe vite, on se rend compte qu'à la fin de l'année, on s'est rencontrés une seule fois dans l'année, puis finalement, on n'a pas eu le temps de passer à travers nos mandats. Au niveau des rôles du comité, il y a des distinctions, là, en fait, là, des petites particularités si on vous a mis pour le régime intérimaire. Donc, en date du 6 avril au 6 octobre 2025, le comité aura 2 rôles. À participer à l'identification et à l'analyse des risques en vue de la mise en place du programme de prévention. On se rappelle, une organisation de 20 de plus travailleurs devra mettre en place un programme de prévention à la fin du régime intérimaire, mais durant le régime, il doit identifier et analyser les risques. Donc, le représentant à la santé et sécurité ainsi que le comité santé et sécurité devra participer à cette identification et analyse de risques-là. Le comité devra aussi faire des recommandations écrites, donc des recommandations en ce qui a trait l'identification et l'analyse des risques. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme moyen de contrôle et idées de prévention en ce qui a trait la santé et sécurité dans le service de garde. Par la suite, quels sont les rôles que je vous disais qui peuvent être, dans le fond, ajoutés à votre comité santé et sécurité? D'élaborer un programme de prévention, puis d'effectuer des suivis, d'évaluer l'impact des risques qu'on aura identifiés. Ensuite, de recommander les priorités d'action. C'est sûr qu'en cours d'identification des risques, il y aura des risques qui vont être plus importants que d'autres et des mesures correctives qui vont être plus immédiates que d'autres. Donc, ça va être au rôle du comité d'élaborer des priorités d'action. D'élaborer aussi, de recommander des corrections appropriées. C'est sûr que lorsqu'on identifie un risque, c'est important en tant que comité d'avoir des correctifs qui viennent avec ces risques-là. Ce n'est pas nécessairement le rôle de l'employeur de dire c'est à lui de trouver les moyens de contrôle. Suggérer des stratégies aussi pour mobiliser les ressources et informer le personnel, puis de prendre connaissance des besoins de formation des employés et mettre des recommandations. Par exemple, on se rend compte dans les risques identifiés qu'il y a des risques et des risques importants au niveau des maux d'eau, par exemple, chez les éducatrices. Le comité santé et sécurité pourrait recommander à l'organisation, en fait, de faire former les éducatrices sur la prévention des maux d'eau pour identifier là, ça serait quoi les activités qui feraient, dans le fond, qui amèneraient un risque pour les blessures au dos. Donc, voilà. Par la suite, d'autres règles de fonctionnement. Ces règles de fonctionnement-là, je vous dirais, là, c'est afin de rendre des réunions là, efficientes, puis faire en sorte que vos rencontres se déroulent adéquatement. Donc, de désigner des fonctions de chacun de ces membres-là. Donc, qui va animer les comités? Ça peut être le représentant en santé et sécurité qui pourrait être bien placé pour être l'animateur. Ça pourrait être la directrice aussi.
De désigner également une secrétaire pour prendre les notes. C'est important de comptabiliser les ordres du jour, les présences, les comptes rendus des réunions également pour être capable de se rappeler de quoi on a parlé au cours de l'année, puis d'effectuer des suivis aussi. De planifier le calendrier à l'horaire. On a parlé tantôt de des rencontres aux 3 mois. Faites idéalement un calendrier annuel avec l'identification de la durée des rencontres. C'est beaucoup plus facilitant pour, par la suite, être en mesure de libérer le personnel, de prendre des remplaçantes si nécessaire au niveau pour réunir votre comité. Puis aussi, là, de ne pas retirer après ça à l'horaire. Si on se dit c'est prévu dans le mois prochain, bien, on se rend compte rapidement qu'il y a beaucoup d'autres projets qui rentrent en ligne de compte. Puis finalement, bien, on se rend compte qu'on n'a pas eu le temps de faire notre rencontre. Donc, quand on a un calendrier de fait d'avance, c'est beaucoup plus efficace là, pour ne pas oublier puis faire des rencontres d'équipe. Ensuite de ça, les règles de confidentialité, vous pouvez établir des règles là, afin que ça se passe bien, puis de processus décisionnel là, par consensus. Donc, s'il y a des décisions qui doivent être prises dans le comité ou par la suite avec le reste de l'équipe de travail, bien d'établir un processus décisionnel là, pour faciliter là, les prises de décision. Ici, on a parlé, c'est sûr qu'on parlait tantôt, Marine a dit l'intérêt des personnes qui soient un agent de liaison, un représentant santé-sécurité. Pour être un membre du comité, ben, c'est sûr que ça prend des qualités requises pour que les rencontres soient efficaces, pour que les gens y participent. Puis ici, dans le fond, on vous nomme là, des qualités, donc l'intérêt pour la prévention. C'est sûr que si on a quelqu'un qui ne croit pas du tout à la prévention, c'est peut-être pas la meilleure personne pour participer au comité dans les premiers temps. Par contre, c'est quelqu'un qu'on peut intégrer par la suite à travers nos échanges lorsqu'on aura mis en place là, des activités de prévention à travers notre organisation. C'est quelqu'un qui doit faire preuve d'ouverture d'esprit pour être capable d'écouter, d'avoir des idées, d'échanger, tout ça. Ça ne veut pas nécessairement dire que chacun des membres, on va avoir les mêmes idées. On peut avoir des idées, des opinions divergentes, mais il faut que ça soit fait aussi dans le respect. Donc, on a le respect des pairs pour pouvoir échanger de façon efficace. D'avoir une attitude positive. Si on se dit, il ne se passe jamais rien chez nous, puis jamais on émet des recommandations, puis il n'y a jamais rien qui se passe, ben, c'est une attitude négative. Ça fait en sorte qu'on ne peut pas avancer, qu'on va rencontrer là, des barrières dans l'avancement de nos projets et nos activités de prévention. Donc, la capacité de travailler en équipe, c'est un travail d'équipe. La prévention, c'est pas une activité uniquement pour l'employeur, c'est vraiment une activité pour les travailleurs et l'employeur, donc une activité d'équipe aussi. On dit souvent là, que quand on fait de la prévention, il faut être capable de dire à nos collègues qu'il y a un risque qui est attribuable à lui, par exemple, s'il se penche ou qu'il fait une torsion. Donc, il faut être ouvert d'esprit autant pour recevoir le commentaire que pour le donner. Donc, c'est une qualité là, très intéressante pour un membre d'un comité santé-sécurité de savoir faire des compromis aussi. Des fois, c'est sûr que je peux donner l'exemple quand on émet des mesures euh, lorsqu'on met des mesures de prévention, ben, c'est quelque chose qui peut prendre plus de temps. Fait que, il faut peut-être aussi faire des compromis ça peut être plus long, mais au final, ben, c'est sécuritaire. D'avoir un bon jugement, de ça, des habiletés d'analyse, il faut être capable d'être capable de réfléchir. Il n'y a pas une seule solution, il peut en avoir plusieurs. Donc, il faut être capable d'analyser adéquatement aussi le risque, à savoir là, dans quel contexte on le vit, tout ça. Puis la capacité à différencier la SSC et les relations de travail, ça peut arriver assez rapidement dans vos comités santé-sécurité qu'on va parler plus de relations de travail, mais sachez que le rôle du comité, c'est vraiment faire la prévention. Fait d'avoir une personne là, désignée aussi dans votre comité qui est capable de ramener les membres de l'équipe à dire OK, on revient à nos objectifs de la rencontre pour éviter qu'on parte sur des sujets et que finalement, on fait que de la relation de travail. Il y a d'autres comités qui sont faits pour ça, puis il y a d'autres responsables. Donc, il faut se concentrer là, puis garder le focus sur la prévention. La diapositive
La diapositive suivante, je voulais vous présenter en fait cette bulle-là. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. C'est notre bulle de la situation de travail. Tu sais, c'est sûr que pour être euh, membre de comité santé-sécurité, on parlait tantôt que le représentant devait faire des inspections et tout ça, puis qu'on veut faire des activités de prévention, mais pour identifier les risques, il faut les connaître, hein. C'est sûr que c'est dur d'identifier ce qu'on ne connaît pas. Donc, il faut développer des savoir-faire en matière de prévention. Pour vous aider, à la STAS, on travaille avec la bulle de la situation de travail. Donc, on présente 6 éléments euh, de la situation de travail qui vous permettent d'identifier plus facilement les risques de votre milieu. Donc, si par exemple, je vous donne un exemple, puis je vais prendre chacun des éléments de cette bulle-là. C'est un travailleur qui réalise une tâche auprès d'une personne. Donc, par exemple, si j'ai une éducatrice qui effectue un changement de couche chez un poupon, on parle d'environnement, donc elle est à la pouponnière, puis elle utilise des équipements, cette personne-là. C'est que la personne, elle utilise des équipements, soit une table à langer avec un marchepied. Puis ensuite de ça, on a l'aspect temps. Donc, elle fait le changement de couche, par exemple, juste avant le dîner, puis le dîner est prêt à être servi. Puis tout ça est, dans le fond, déterminé par des pratiques organisationnelles. Donc, il peut y avoir des procédures à l'interne, il peut y avoir des politiques internes, il peut y avoir c'est ça, là, des procédures de travail qui sont établies, là, tout dépendamment. Donc, à travers ça, quels seraient les risques pour être identifiés à travers ce que j'ai nommé? Ben, par exemple, les gestes que pose la personne, est-ce qu'il y a des postures qui sont contraignantes? Est-ce qu'il y a des mouvements de torsion qui sont faits? Euh, Ensuite de ça, les équipements. Est-ce que les équipements sont adaptés? Est-ce que les marches de table à langer sont utilisées? Sinon, ben pourquoi? Est-ce qu'ils sont brisés? Est-ce qu'ils sont optimales pour faire grimper l'enfant? Est-ce que l'environnement est optimal aussi pour faire un changement de couche dans le contexte de la table à langer? Est-ce que le temps, est-ce que juste avant le dîner, est-ce qu'on est capable d'attendre de servir le dîner 2 minutes plus tard? Est-ce que c'est réaliste? Donc, tout ça sont des éléments qui font en sorte qu'ils peuvent nous permettre d'identifier les risques en matière dans l'activité donnée de l'élément là, à travers les éléments qu'on vous a énumérés. Fait que, ça, on a plusieurs outils là, qui vous décrivent là, davantage, mais dans la formation que vous aurez là, le 10 mars prochain au niveau de l'identification des risques, bien, vous allez vraiment là, avoir là, passer à travers là, plusieurs risques là, que vous retrouvez qu'on peut retrouver dans les services de cadre. Par la suite, les pièges à éviter. Mais tu sais, c'est certain là, que ici, là, je vous nomme les plus fréquents. Là, c'est sûr que dans un comité santé-sécurité, ce qu'on ne veut pas avoir à faire, c'est arriver à gérer une liste d'épicerie. Donc, on ne voudrait pas que, parce qu'on sait que demain, il y a un comité santé-sécurité qui a lieu dans notre service de garde, que tous les travailleurs amènent les éléments que soudainement, là, tout ressort, tout ne marche pas. Il ne faut pas attendre nécessairement que le comité santé-sécurité se réunisse pour soulever une problématique, un équipement défectueux. Il ne faut pas attendre le comité. Le comité a pour rôle beaucoup plus avancé de mettre en place des projets, d'avancer sur l'analyse de situations plus problématiques que de gérer des listes d'épicerie ou des problématiques qui pourraient se régler par un petit appel aller débarquer dans le bureau de la direction pour leur dire rapidement, hey, j'ai remarqué ceci, est-ce qu'on peut s'en reparler, est-ce qu'on peut mettre en place telle et telle affaire? On n'est pas obligé d'attendre là, que les membres se réunissent pour ça. Ensuite de ça, le manque de respect des personnes, ben, c'est sûr que si on ne croit pas en notre comité ou qu'il y a des choses qui se disent par après, ben là, ça n'avance pas ou que on ne veut pas ça, ça va faire en sorte que les gens ne seront pas motivés et ne se sentiront pas là, accomplis dans leur rôle. Donc, c'est important de ne pas aller vers là. Le manque de suivi des activités, c'est sûr que si vous pouvez avoir tantôt je parlais de compte rendu, d'ordre du jour et tout ça permet de faire un suivi. Hein. Si on parle des choses dans la réunion précédente, ben, de faire un retour dans les prochaines réunions, à savoir qu'est-ce qui a eu lieu, qu'est-ce qui a été mis en place. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a mis en place qui n'ont pas fonctionné, par exemple? Est-ce que ça fonctionne bien puis qu'on peut revoir cette façon de faire-là dans nos prochaines activités? Donc, le suivi, là, puis de faire le suivi par après aussi dans vos réunions d'équipe, c'est important de ne pas tout garder à l'intérieur du comité santé-sécurité. On parlait d'implication du personnel. Tantôt, c'est important de transférer ces savoirs-là puis
de l'avancement de nos comités au niveau du personnel, de tous les autres membres du personnel. Puis ça peut faire en sorte de développer de l'intérêt aussi chez ces personnes-là pour participer dans des activités ou pour faire partie du comité santé et sécurité dans des années là, à venir. Ensuite de ça, le dernier élément que j'ai parlé aussi tout à l'heure, le fonctionnement du comité qui repose sur les épaules d'une seule personne, ben, c'est pas juste au comité santé et sécurité, premièrement, de trouver des idées, puis de trouver des solutions. C'est pas non plus le rôle de l'employeur uniquement, puis c'est pas le rôle uniquement du représentant santé et sécurité, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est vraiment un travail de pair, un travail paritaire pour se faire, pour avancer. Puis de cette façon-là, vous allez être gagnant en prévention, vous allez pouvoir avancer, puis vous allez pouvoir là, être capable de bâtir là, une culture de prévention là, à travers votre organisation. Donc, voilà pour les pièges. Est-ce que Marie, tu veux dire un petit mot sur la formation qui est à venir pour le comité santé-sécurité et le représentant santé-sécurité? Oui, dans le fond, c'est juste une petite spécification. Dans le fond, c'est que tous les membres, là, que ce soit agents de liaison, comité, représentants, une formation sera prévue par la CNSST. Dans le fond, ce qui est mentionné là, quand on regarde les nouveautés là, sur le site de la CNSST, ils vont dire qu'il y a une formation qui sera obligatoire, dans le fond, à l'entrée en vigueur du règlement, soit au 6 octobre 2025. Donc, une formation avec un contenu et une durée qui sont à déterminer. On n'en sait pas plus pour le moment. Fait que, dans le fond, pour le moment, pour vous, ça peut être de faire des petites formations à l'interne, un peu comme la conférence de ce matin, pour vous aider quand même à identifier le rôle des représentants. Mais une formation obligatoire, là, formelle, n'est pas obligatoire là, toute la durée du régime intérimaire. Fait que ça sera dans 4 ans, dans le fond, là, qu'on va avoir plus, on va avoir sûrement plus de détails avant ça, mais que ça sera mis en place, là. Voilà. Donc, la diapo suivante, dont on vous a mis les dates et les heures des prochaines formations dont je vous parlais au début. Vous pouvez vous inscrire de la même façon sur notre site Internet à la même place que vous aviez cette formation-ci. La prochaine formation, comment identifier vos risques en service de garde, puis le 6 avril, comment reconnaître vos risques psychosociaux en service de garde. Donc, voilà. Donc, on va répondre aux questions.